Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour les fans. Ce soir, je suis avec Alex, salut Alex. Salut. Je suis avec Sam, salut Sam. Salut. Et avec Michael. Salut. Alors j'aurais bien aimé vous dire que je suis avec Sylvain, mais alors on vous promet, chers auditeurs, Sylvain existe, nous l'avons vu, on a même pu le toucher à l'occasion. Il est vraiment là, mais il a un emploi du temps très chargé, donc voilà, Sylvain, on espère que, je vais dire ça chaque dimanche jusqu'à ce qu'il vienne, on espère que tu seras là pour l'épisode 6. Au prix où on te paye. Ouais, au prix où on te paye, hein, je veux dire. Je pense que c'est le transfert de cet été qui nous a coûté le plus cher, donc on aimerait bien le rentabiliser un peu. Du coup, voilà. Ok, alors au sommaire de ce 5e épisode, on va continuer l'histoire de Xamax avec la chronique de Sam. On fera un débriefing du match du 27 octobre contre Sion et on ouvrira ensuite la rubrique match de légende par une confrontation mythique. Vous verrez bien au moment de l'ouverture de cette chronique plus tard dans l'émission. Voilà. Alors, comme je viens de le dire, on va continuer l'histoire de Xamax avec la chronique de Sam, notre père Castor. Je dis ça parce que ce surnom lui va comme un gant. Il y a déjà des gens qui ont commencé à l'appeler comme ça à son travail. Donc, on va continuer jusqu'à ce que ce surnom lui colle à la peau. La semaine passée, Sam, du coup, tu nous avais parlé des fondations du club avec Max Abeglen. Mais maintenant, du coup, qu'est-ce qui se passe après Max Abeglen? Ouais, il se passe pas mal de choses assez intéressantes. La semaine dernière, je vous avais parlé évidemment Max, et j'avais cité le résultat du FC Xamax qui remportait son premier match de 11 buts à 1. Eh bien, il faut savoir que quelques jours plus tard, il y a un autre club neuchâtelois qui a fait sensation. C'est le FC Cantonal qui deviendra champion suisse en s'imposant 5-1 face au Old Bolt de Bâle. Ensuite, on avance un peu plus dans le temps, et dans les années 20, le FC Xamax aura son propre terrain à Marin. Mais la situation matérielle est précaire et le manque de terrain est récurrent. Malgré une fusion avec le Recordam de Colombier, un club qui n'existe absolument plus maintenant, mais le club est contraint d'arrêter la compétition, à nouveau à cause de problèmes de terrain. L'équipe prépare en 1927 et alignera les succès. On avance encore un peu plus dans le temps, parce que j'ai pas trouvé d'infos entre ces dates-là depuis 1934, où le FC Xamax se trouvera en deuxième ligue. Mais encore une fois, elle devra à nouveau cesser en 1943 pour des manques de terrain. Décidément, heureusement qu'on a une maladie maintenant. Ouais, c'est clair. Vous imaginez aujourd'hui le match contre Ville la semaine prochaine, il est annulé parce qu'on n'a pas trouvé de terrain. Une fois on joue à Pirabo, une fois on va aux fourches. C'était le bon vieux temps, ça. C'est oui. clair. Par contre, la reprise se fera en 1953, bien après la Grande Guerre. Donc, il y a plus de 10 ans où il y aura plus de compétition pour le FC Xamax. C'est Roger Facchinetti, surnommé La Galette, reprendra le club avec de grandes ambitions. Reparti alors en 4e ligue, lors de la saison 53-54, le FC Xamax rejoint ensuite la 2e ligue lors de la saison 54-55 en marquant 139 buts et en ayant pris seulement 9 buts. Ça serait bien que ça se passerait comme ça maintenant. À la fin de la saison 59-60, le FC Xamax est promu en première ligue. Puis 6 ans plus tard, le 26 juin 66, ils accèdent à la Ligue nationale B après avoir battu Zug 5 buts à 0. Voilà, c'est sur ce petit chapitre de l'histoire que je vous laisse aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé plus d'infos palpitantes entre ces dates je sais que des gens ont des souvenirs qui sont encore en vie aujourd'hui. Alors, on essaie de trouver des supporters qui ont assisté à ces matchs. On n'y était tout juste pas, nous. Compliqué. Voilà. Ouais, on était tout juste pas. Moi, j'étais après, je suis né un tout petit peu après. Donc voilà. Oui, Roger Facchinetti, peut-être vous vous demandez, chers auditeurs, est-ce que Roger Facchinetti est parent de Gilbert Facchinetti? Tu as cherché cette info, Sam? Non, j'ai pas trouvé l'info, mais je vais essayer de la chercher pour la semaine prochaine. Ouais. Alors, il n'y a pas forcément besoin. Moi, j'ai regardé. Alors, Roger Facchinetti, si je ne me trompe pas, il y a peut-être des auditeurs qui nous corrigeront, mais c'était l'oncle de Gilbert Facchinetti. On aurait pu penser que c'était son père, mais non. Roger Facchinetti, en fait, c'était un vieux garçon, comme on dit encore aujourd'hui, et du coup, il n'avait pas eu d'enfant. Et puis, c'était le propriétaire de l'entreprise Facchinetti et ça. Et puis, quand il a décidé d'arrêter, ça a d'abord passé par son frère, le père de Gilbert, dont le prénom m'échappe.
Et puis voilà, bah, Gilbert Facchinetti, on en parlera suffisamment, je pense, lors de tes prochaines chroniques, Sam, parce que il a quand même marqué un tout petit peu l'histoire de notre club, hein. Je pense Suffisamment il y aura de quoi dire. suffisamment pour on en consacre une, voire plusieurs rubriques. Mhm. Voilà, merci Père Castor pour tes bonnes paroles. Et avec plaisir. Puis la semaine prochaine, je vous parlerai de la fusion avec le FC Cantonal. Oui. Voilà, du coup, sans transition, comme dirait une célèbre émission qui n'existe plus en France, on peut passer à la chronique suivante, qui est le débriefing du match du 27 octobre 2023 contre Sion. Donc, c'était la 11e journée, hein, si je ne m'abuse, messieurs. Oui, C'est ça. c'est ça. C'était Ouais. la 11e journée. Donc, nos Xamaxiens se rendaient donc à Tourbillon pour y affronter le FC Sion, un FC Sion qui, bah, juste après la première confrontation entre les deux équipes au mois de septembre, bah, a commencé 12e, bizarrement pardon. à tourner à plein régime. C'était la 12e journée, hein. Ouais, je te coupe, je viens de voir maintenant le Ouais, classement. 12e journée, pardon. Et du coup, bah, Sion commençait à tourner à plein régime après s'être imposé 3-0 chez nous lors de la 7 ou 8e journée, je me souviens plus. Et donc voilà, un déplacement qui s'annonçait très très compliqué. On l'avait dit la semaine passée à la fin de notre 4e émission. Ben malheureusement les choses se sont confirmées puisque voilà nos Xamaxiens se sont inclinés avec un but inscrit par Kevin Bua à la 81e ou 82e minute de jeu. Je me souviens plus. Bref, voilà. On va essayer, chers auditeurs, de vous faire un débriefing de ce match pas trop aigri et pas trop pessimiste. Mais on vous cache pas que ça va être un peu compliqué parce que les impressions à la fin de ce match, elles étaient quand même pas très bonnes, hein. Messieurs, votre sentiment à la fin du match? Votre. Allez-y, Sam, par exemple. Bon, un peu déçu quand même. J'ai trouvé qu'on avait fait plutôt un bon départ. On faisait bien tourner le ballon. Mais il y a toujours cette peine à aller à l'avant offensivement. Et puis niveau centre, corner, on a toujours autant de peine. Et c'est sûrement la chose qui nous manque beaucoup. Parce qu'on a les moyens de la mettre au fond, on est bon offensivement. Puis c'est quelque chose qui nous a fait défaut l'autre jour. Alex? Ouais, ouais. Bah, Vas-y, moi, Alex. un peu le même sentiment que Sam, bah, un peu déçu parce que c'était pas, on va pas dire que c'était pas un grand Sion, mais c'était pas non plus le meilleur Sion qu'on a vu cette année. Puis on a eu quand même pas mal d'occasions où on aurait pu mener, puis on n'a pas réussi à les mettre au fond, puis au final on se fait punir à la fin du match. Mais après c'est un peu comme ça chaque année, mais voilà. Alors, ça, c'est pas très optimiste, hein. Tu remplis pas tellement la mission, Alex. Ouais, le cahier des charges, il est pas rempli. Tu viendrais dans mon bureau après l'émission, s'il te plaît. Non, ouais, Michael? Est-ce que je vais être vraiment optimiste aussi? Je sais pas, mais non, mais en fait, Bah, c'est. tout le monde va passer on va tous être dans mon bureau à la fin de l'émission, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est un match. Je sais pas, je sais pas exactement ce que j'en attendais, peut-être. En fait, parce que, ok, alors on passe peut-être pas très loin d'avoir un résultat, parce qu'un nul là-bas, ça aurait pas non plus été, ça aurait été même pas trop mal. Mais c'est pas, il y a quand même une impression, l'impression que sans le résultat, donc avec ce résultat qui s'en va dans les 10 dernières minutes, il reste pas grand-chose parce que je suis quand même pas super convaincu de ce qu'on a proposé. En tout cas offensivement, c'est vrai que derrière ça a tenu face aussi, Alex le dit, à un F Session qui n'était pas non plus, je pense, dans son meilleur soir. Mais on va rien enlever au fait qu'on a quand même que ça a bien tenu. Mais c'est vrai que devant, il reste pas grand chose de ce match, je trouve, parce ouais, quand on a des occasions, elles sont souvent elles sont souvent vite galvaudées et on a aussi du mal à juste aussi à se les créer, je trouve, quand on se retrouve dans le dernier tiers au bloc sédunois. J'ai quand même trouvé que ça a été compliqué. Je suis quand même pas mal resté sur ma faim au niveau du contenu. Et même si j'aurais signé pour un résultat, je pense quand même que c'est plus ça que j'attendais de voir. Parce que à la fin, je trouve qu'il reste pas grand chose une fois que le résultat s'en va, même si c'est au dernier moment et qu'on passe pas très loin d'avoir un point. Non, non, très clairement. Moi, j'ai sondé un petit peu les internautes sur mes réseaux sociaux. Alors, en vrac, comme ça, quelques réactions.
On a Julien qui nous dit de la lassitude. Victor nous dit dommage, je sais plus quoi dire. Est-ce que le problème vient de Liforte? On a Grégoire qui nous dit une équipe toujours trop faible devant les buts. Et puis on a Thomas qui nous dit de la rage. Alors Thomas, on te salue d'ailleurs. Lui, j'ai été un peu discuté avec lui et puis il me disait que c'était surtout la rage d'avoir perdu contre un rival qui est le FC Sion. Donc voilà. Moi, j'avais pas forcément, pour moi, que Xamax perde contre Sion ou contre n'importe quelle autre équipe, ben voilà. Mais c'est surtout un petit peu le spectacle présenté qui nous rend inquiets. On a dit qu'on ne devait pas utiliser les mots aigri et puis pessimiste. Donc, on va utiliser d'autres mots. Mais j'ai comme cette impression que l'équipe, le football, c'est principalement ces deux choses. C'est bien défendre et puis c'est se créer des opportunités pour marquer des buts. Et puis un match, sa physionomie, ben il est fait de temps forts où on est plutôt dans la construction offensive et puis on essaie de se créer des occasions puis on marque. Et puis des temps qui sont qualifiés de temps faibles en soi parce que c'est l'adversaire qui monopolise le ballon, c'est l'adversaire qui est dans une phase offensive et qui se crée des occasions. Puis là, l'objectif c'est juste pas prendre de but, c'est résister. Et puis on a un peu l'impression que notre équipe en fait, par rapport aux fantômes de l'année dernière, elle se défend, enfin, elle met à cœur, en fait, de défendre très serré, de laisser peu d'espace à l'adversaire, laisser à l'adversaire un minimum d'occasion de but, que c'est complètement déséquilibré et du coup, elle oublie presque d'attaquer. Ça donne du coup des phases d'attaque qui sont un peu stéréotypées, qui sont pas sans surprise. Et puis, quand nous, on est un peu dans des phases fortes où on arrive à se créer des décalages, où on a eu des corners ou des coups francs, on a eu plein, on en parlera après, mais et du coup, on a tellement peur de prendre un peu des risques offensifs que on n'en prend pas du tout, et puis on monopolise le ballon, ça revient derrière, on essaye de trouver le trou, l'action parfaite, mais face à des défenses bien en place comme Sion, parce que même pas dans un grand soir, ce FC Sion-là, ça reste quand même, en tout cas défensivement, une équipe très très solide. Donc il en fallait un peu plus vendredi soir pour les surprendre, mais c'est surtout valable avec Sion, qui est pour moi la meilleure défensive de la ligue pour l'instant sur ce qu'on a vu, mais ça reste quand même valable aussi sur la plupart des équipes qu'on a jouées, et ça manque un peu de surprise, et puis d'imprévu dans le geste. On a l'impression que la surprise, en fait, elle était surtout de notre côté à nous, finalement, dans des phases de jeu où voilà, le joueur il fait l'appel là, puis il arrive de l'autre côté, et puis le ballon il arrive de l'autre côté, enfin. Et du coup, ben, c'est un peu de là où vient l'inquiétude, c'est qu'on met beaucoup d'énergie à défendre, et la composition présentée par Forte hier, vendredi, elle allait dans ce sens-là. 5 derrière avec Abedini dans un rôle inhabituel. On était surtout venu pour pas prendre de but. Et puis on a bien tenu jusqu'à la 80, passer la 80e, mais après on a eu l'impression que le match était fini, qu'on n'allait pas revenir. Puis même avant, on se disait que ça allait être compliqué d'essayer de marquer un but et puis de créer la surprise. Donc voilà un petit peu mes impressions à la fin de ce match. Donc quelques mots pour réagir aux propos d'un de nos internautes qui parle de Victor, voilà, qui parlait de est-ce que le problème vient de Uli Forte? Qu'avez-vous pensé en fait de ce coaching de Uli Forte? Parce que pour ce match, par rapport à son équipe type, ou en tout cas l'équipe qui a été alignée peut-être la semaine passée, il a été forcé de faire, on va dire, 2 changements indiscutables, c'est-à-dire liés aux suspensions de Johan Epito et puis de Kenan Fatkic. Et puis, même si Simone Rapp n'était pas titulaire indiscutable depuis le début, ou en tout cas depuis son retour, il était titulaire la semaine dernière, et puis sa blessure, sa torsion à la cheville l'a aussi obligé à faire des changements. Donc là, pas trop de surprise, il a aligné Soumaïla Bakayoko. Mais après, pour le reste de la composition, c'était un peu surprenant, messieurs. Ouais, c'est un match où c'est vrai que moi je m'attendais pas forcément à ça, hein. Moi, quand j'ai vu le dispositif, enfin quand j'ai vu la composition, juste les hommes utilisés sur ce match, je m'attendais peut-être à voir Saez du coup dans ce rôle qu'on évoquait à un moment donné lors de son entrée à Thun, dans un rôle un peu plus haut avec une doublette Fatkic Abedini peut-être, quelque chose
quelque chose de ce type. Finalement, c'est vrai qu'Abedini s'est retrouvé Abedini et Amrich, ouais. Oui, avec Amrich, bien sûr. Finalement, Abedini s'est retrouvé à compléter une défense à 3. C'est vrai que, alors, sur l'approche, je suis pas forcément contre parce que on a bien vu que l'objectif c'était quand même déjà d'assurer une certaine assise défensive. Mhm. Et ça a peut-être pas trop mal marché, je dirais. Il y a des phases où, sans être dangereux, mais ça je vais l'évoquer, le volet offensif, mais sans être dangereux, on peut aussi faire circuler un peu le ballon, être un peu calme. Donc je dirais que ça c'était pas incompréhensible, mais ensuite je pense pas qu'on puisse être forcément satisfait de cette performance, parce que derrière j'ai un peu le sentiment que qu'on a vraiment cherché un peu ce nul sans saveur. Il y a des changements qui sont arrivés peut-être un peu tard, enfin qui sont surtout arrivés lorsqu'on a pris ce but. Donc un but égal, on doit réagir, mais avant ça, ce statu quo semblait nous aller. Je peux le comprendre, mais en même temps, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher, et en voulant juste garder ce nul, lorsque à la fin il se passe quelque chose, il y a une erreur qui fait qu'on le prend ce but, je pense qu'il reste quand même vraiment pas grand chose. Après, c'est quand même pour moi pas forcément Fortet le souci, hein, parce que c'est difficile à dire. J'ai quand même du mal à me demander vraiment ce qu'on peut attendre d'autre d'un autre coach, déjà de ceux qui sont sur le marché. Je sais pas, je suis pas forcément sûr que je pense pas que la solution se cherche absolument là, mais bien sûr qu'il peut avoir qu'il a forcément ses responsabilités, et ce vendredi soir, disons que sa responsabilité c'est d'avoir voulu jouer le nul. Ça peut se comprendre, mais juste on doit assumer derrière que lorsqu'on n'a pas eu ce qu'on est venu chercher, il n'y a plus tant de motifs de satisfaction que ça dans ce match. Mais ouais, non, c'est clair, parce que quand le club, comme à son habitude, publie des stories sur les différents réseaux pour annoncer la composition, alors je vous rappelle aux auditeurs qui sont peut-être pas sur les réseaux, mais le club annonce en fait les 11 joueurs titulaires plus les joueurs qui sont sur le banc, mais il n'y a aucune composition sur le terrain qui Il y est a le 11. annoncée, il y a le 11 de base. Donc quand le 11 de base est publié, moi à ce moment-là, je me dis tout de suite, ah bah ouais, on reste en 4-2-3-1. Winkler prend le poste d'Epito avec peut-être une rotation avec Ajrovic par rapport au pied gauche, pied droite. Et puis Abedini remplace poste pour poste Fatkic avec peut-être Amrich plus relayeur, et puis Abedini un peu plus haut, et puis Zeiss qui prend le poste régulièrement occupé par Iser Aliou. Et puis voilà, on reste sur un 4-2-3-1 classique avec la triplette sur les côtés en avant, Bakayoko, Del Toro et Surdé, les deux latéraux habituels. Et puis non, on se rend compte après très rapidement sur le terrain que non, Abedini évolue très bas. Alors, je veux bien qu'on veuille Sion carburait bien. Ils avaient inscrit, je crois, 10 buts en 3 ou 4 matchs, et puis qu'on voulait un peu plus les contenir. Mais je suis pas sûr qu'on les aurait moins bien contenus avec notre 4-2-3-1 habituel. Par contre, ça nous a extrêmement handicapés dans la création, parce que Saïz, il a beau avoir du talent, que ce soit balle au pied ou dans les passes, ou même des fois dans les appels qu'il peut faire. Mais c'était compliqué quand même pour lui d'être en même temps dans un rôle de relayeur, et puis en même temps dans un rôle plus offensif de créateur. Et puis Bakayoko, dans son rôle qu'on lui connaît, quand il recevait des ballons dos au but, les joueurs, s'il fallait remiser dans l'axe, les joueurs, ils étaient extrêmement loin. Et puis pareil, sur Del Toro, s'il voulait jouer rapidement avec les joueurs d'axe, ils étaient assez bas sur le terrain. Il manquait finalement un joueur plus à vocation un petit peu plus offensif pour peut-être espérer mieux. Après, on va quand même ouvrir le chapitre des balles arrêtées, messieurs, si vous le voulez bien, parce que Oui. voilà, comment qualifier les balles arrêtées de notre équipe vendredi soir, Alex? J'ai l'impression que tu as quelque chose à dire. Tu as beaucoup réagi pendant le match à ça? Surtout nos balles arrêtées, on fait des combinaisons.
Au final, le joueur qui reçoit la balle, t'as l'impression qu'il était pas au courant qu'on allait faire ça, quoi. Donc, c'est Ouais, bah un disons. peu dur à comprendre pourquoi on fait ça, quoi. Bah ouais, c'est ça. En fait, on laisse parler. Je suis pas forcément contre. Bien sûr, beaucoup de gens. Enfin, il y a un peu cette tendance souvent, parce que c'est clair que les corners, on s'attend quand même. Si ça marche pas les combinaisons, on s'attend à l'envoyer au moins dans le tas en espérant qu'il y ait un peu de danger. Mais je suis pas fondamentalement contre le fait de tenter ce genre de combinaison. On sent que l'équipe essaie de. Enfin, c'est des choses qu'ils font pas par hasard. Donc, ils font très clairement parler leur créativité à l'entraînement pour essayer des choses. Mais c'est vrai que si pour une raison X ou Y, même si c'est peut-être passager parce que c'est plus une question de confiance, je sais pas, mais si il y a toujours quelqu'un qui semble qui soit en retard par rapport à la combinaison ou qui semble surpris ou alors c'est ou techniquement il y a un problème et la passe n'est pas forcément bonne, en fait tu te retrouves à ce que ça soit limite dangereux pour toi. Il y a des Mhm. situations, moi j'ai toujours peur qu'il y ait des situations de contre qui partent et au final ça donne même Il y en a pas. eu, il y en a eu, c'est ça le Il y en pire. a eu et ça donne même pas. À la fin, ça donne pas de situation de frappe ni de centre qui serait ensuite contré par un défenseur. Bon bah ça c'est des duels, c'est comme ça. Mais donc en fait c'est un apport moindre dans l'état actuel, c'est un apport moindre que juste balancer dans le tas en fait. Parce que pour ces différentes raisons, voilà, je sais pas, ouais, si tout est plus lent, tout est un peu trop lent à cause bah, peut-être aussi ouais, de la période et les joueurs qui sont moins en confiance. C'est peut-être pas juste enfin parce que j'évoque les questions techniques avec toujours soit des passes pas toujours bien appuyées ou au bon endroit, etc. C'est peut-être actuellement que c'est plus compliqué et que forcément quand une équipe est en confiance, tout lui réussit aussi parce elle est beaucoup plus libérée pour tenter ces choses. Mais c'est vrai que là, alors pour le moment, on voit vraiment pas les bienfaits de ces combinaisons Non. tentées à répétition. Alors que moi, je suis vraiment pas du tout contre le fait que ça qu'on tente ce genre de choses. En fait, si tu arrives à dégager, c'est plus une question de bénéfice que peut te rapporter une situation par rapport à l'autre. Si tu arrives à en dégager régulièrement une frappe, un centre, quelque chose, eh ben c'est des situations qui apportent du danger. Ensuite, les corners en soi, même si tu balances juste dans le tas, les corners apportent rarement des buts dans le foot. Enfin, disons, c'est une vraie arme qui peut être utilisée, mais le ratio est pas immense pour les corners de toute façon, donc j'en attends pas forcément à ce qu'on soit extrêmement dangereux sur tous les corners. Mais voilà, c'est juste que les, les bénéfices sont difficiles à voir parce que ça te met en plus en difficulté sur des situations de transition de l'adversaire. C'est plus ça en fait qui m'interroge avec la façon dont on essaie d'exploiter nos balles arrêtées, principalement nos corners actuellement. Non, c'est incroyable. Moi, alors, honnêtement, j'ai pas regardé le match parce que faut pas déconner, je suis pas maso à ce point-là, de m'infliger deux fois la même torture. Mais il y a quand même un truc qui m'a frappé sur ce match et j'aurais bien voulu le revoir avec cet aspect-là en tête. Combien de nos joueurs ont tiré des coups francs et des corners? Alors, je sais pas si c'est un choix d'Uli Forte ou des joueurs eux-mêmes de varier un peu les tireurs suivant les phases, mais je vais peut-être faire appel à vous aussi, mais de mémoire, Del Toro a tiré des balles arrêtées sur D, Amrich, et puis Size, et en tout cas quatre joueurs différents sur ce match, c'est sûr et certain. Et sur les autres matchs, il y a peut-être encore Aliou qui a tiré une ou deux fois un coup Fatkic franc en ou un tire corner. aussi. Fatkic, il en a tiré aussi. Donc, je veux bien que on essaie un petit peu de changer les combinaisons, le danger, mais est-ce que quelque part une équipe devrait pas avoir un ou deux tireurs attitrés de balles arrêtées et censés être alors moi je sais pas en principe on dit ben on fait tirer les corners aux plus petits joueurs parce que globalement c'est du jeu de tête qui va se donner si le ballon arrive dans les 5 mètres donc dans ce sens-là Del Toro et ça a tout son sens qu'il tire les corners, même des deux côtés, hein, que ce soit rentrant ou sortant. Pareil pour les coups francs, on peut aussi s'attendre à ce que quand les coups francs, ça va pas se jouer direct, mais que ça va donner une balle dans la boîte. Ben, est-ce qu'un joueur comme Del Toro serait pas le joueur le plus approprié, lui qui a un bon toucher de balle?
Voilà, c'est une question que je vous pose comme ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, il faudrait pas sélectionner Saïz, à mon avis, Saïz et Del Toro, ça pourrait être pour moi les deux joueurs attitrés, pour autant qu'ils soient régulièrement titulaires, qui tirent les balles arrêtées, et puis ensuite, ça part de là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Disons, si t'as plusieurs tireurs qui sont bons, avec qui ça fonctionne, ça peut t'offrir une palette différente, hein, pied gauche, pied droit, des manières différentes de faire soit des combinaisons, soit des tirs. Si t'as plusieurs joueurs aptes à le faire, c'est plus, ça peut apporter une variation qui est bénéfique. Là, on est peut-être plus dans un cas où on sait pas trop. On est peut-être plus un peu dans un cas où juste on cherche les solutions en fait pour exploiter au mieux ces coups de pied arrêtés. Ce qui fait que ouais, on voit un peu de tout et on a un peu du mal à savoir avec qui ça fonctionne réellement bien, et parce qu'ils sont quand même rarement bien exploités les coups de pied arrêtés. Mais messieurs, je vais solliciter un peu vos souvenirs de footballeurs. Ça remonte à plus ou moins longtemps, suivant qui. Mais Je suis d'accord. est-ce que vous-même personnellement, vous avez été tireur de corner ou de coup franc ou pas? Ça Pas aurait été du tout, non. kamikaze étant gardien, mais Ah, t'étais gardien, ok. Alex, toi, t'es gardien. Non, toi, t'es Non, attaque. Tu tires pas non oui. plus les coups francs et les corners, hein. Ah, alors chez nous, les coups francs, c'est celui qui le sent. Et puis les corners, en général, c'est les alliés qui vont les tirer. Ok. Mais du coup, bah, t'es le seul qui pratique encore le foot. Mais est-ce que dans leur entraînement, les ailiers, ils passent pas 10, 15 minutes à l'entraînement à tirer des corners? Alors quand on fait des exercices ou on fait des centres ou des corners, c'est eux qui vont en général, Ouais, ça c'est c'est ça. sûr. Moi, je tirais pas les corners à l'époque. Mais les joueurs qui étaient dans mon équipe, ça faisait partie de leur routine d'entraînement. Ils passaient à un moment ou l'autre, ils tiraient des corners pendant 10-15 minutes d'un côté, de l'autre. Alors des fois, juste pour mettre le ballon dans les zones, puis des fois où on travaillait des vraies séquences de jeu, il y avait des défenseurs et des attaquants, et voilà. Mais c'est un peu le BA. Peut-être qu'ils le font hein, à l'entraînement à la maladie, mais en tout cas, j'ai pas l'impression une fois en match que ça porte ses fruits, quoi. On non. a Mais par été contre, absolument pas dangereux sur les. Soit les corners sont arrivés directement, puis la défense sédunoise sont arrivés, mais c'est le jeu. Hein. Comme tu disais, Michael, avant, les corners n'aboutissent pas toujours, voire pas souvent, à des actions très dangereuses ou à des buts. Mais quand on a tenté des combinaisons, on les a systématiquement foirées. Et puis dans le pire des cas, on s'est pris des contre-attaques qui auraient pu amener à des buts, alors que c'était nous qui étions dangereux au début, quoi. bien Donc sûr. Mais en fait, par rapport à ça, juste pour rebondir à ce que tu dis, c'est la preuve quand même que ça travaille ça à l'entraînement. Juste, bah, ça, pour diverses raisons, ça porte vraiment pas ses fruits, et c'est là-dessus qu'il faut avoir une remise en question. Mais ils portent une attention quand même, à mon avis, particulière sur ce volet-là, puisqu'ils essayent vraiment des choses. Mais la force est de constater que la solution n'a pas été trouvée pour essayer de générer un peu plus de danger de ces situations, essayer de les maximiser au mieux, parce que même si c'est pas forcément souvent dangereux, nous, ça l'est quand même à peu près jamais. Et il y a un travail qui est fait, c'est indéniable vu ce qu'on voit. Juste, bah, c'est vrai que ça porte vraiment pas ses fruits, quoi. Non, non, pas du tout. Je pense que c'est pas impossible. Pourquoi pas, hein, peut-être avoir quelqu'un d'attitré pour le faire. C'est un peu, je pense, c'est un peu aussi selon comment les joueurs le sentent. Si on se sent vraiment capable d'avoir une diversité dans les tireurs, dans les façons d'envoyer les ballons, que ce soit tout ça. Mais là, encore une fois, je pense juste, enfin, j'ai le sentiment que c'est aussi surtout une équipe qui tente des choses parce qu'on sait pas avec qui viendra la solution pour maximiser ces phases-là. Mhm. C'est plus ça le problème, plus que la diversité dans les tireurs pour moi. Non, puis pareil, sur les touches, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on voit la même chose. Les touches, nos latéraux attendent qu'un joueur se démarque, le joueur démarqué vient, il lui met le ballon et tout de suite il remet sur le joueur qui a fait la touche, c'est-à-dire très souvent Atekame et Nzakala, puisque Les c'est un peu le latéraux, job ouais. des latéraux. Et puis ensuite, le latéral, il se retrouve avec le ballon sur la ligne de touche, il sait pas quoi faire, il est pressé. Il y a jamais un autre schéma sur les touches, il y a jamais une remise à un autre joueur, il y a jamais le joueur qui contrôle le ballon et puis qui crée un décalage. Enfin, on fait ça depuis plusieurs saisons, j'ai l'impression, et j'ai l'impression qu'il y a que nous qui faisons ça systématiquement. En face, ça leur arrive de faire ça, mais de temps en temps, le joueur qui reçoit le ballon, soit il la dévie dans un autre sens, soit il essaye de conserver le ballon. Enfin,
peu de variété dans les phases arrêtées de manière générale, finalement. Ouais, Et pas de surprise dans le jeu. Et puis, du coup, quand il n'y a pas de surprise, bah, nos adversaires, ils savent très bien nous contenir, quoi. bah, ça contribue forcément, puisque c'est les phases arrêtées n'apportent pas de. Si c'est pas ces phases arrêtées qui apportent un peu de folie, alors il faut le faire dans le jeu, et donc forcément tu restreins aussi tes opportunités. Pour les touches, je sais pas s'il y a que nous, mais c'est vrai que ça c'est quand même un vrai constat. On se retrouve souvent enfermé dans ces situations-là où, bah oui, ça revient sur le passeur. Et ensuite, soit c'est du long ballon, soit c'est des petits espaces dans lesquels des fois on perd la balle. C'est vrai qu'il y a quand même cette tendance à être pas mal, avoir souvent le passeur qui se retrouve enfermé quelques instants après. Et ouais, c'est des situations, en fait, pour les balles arrêtées, si elles sont pas un minimum maximisées, bah c'est dans le jeu qu'il faut que ça se fasse. Et on a du mal à, et ouais, on a du mal à vraiment créer ces décalages, même dans les phases de jeu. Vraiment déséquilibrer les équipes. Là, ça s'est quand même pas mal vu face à Sion. Et en fait, c'est un tout, hein, c'est tous ces éléments qui font qu'on est relativement prévisible. En tout cas, qu'on est clairement pas assez imprévisible dans notre jeu. Et c'est quand même aussi une des façons d'expliquer le fait qu'on marque peu de buts, parce que c'est un débat qui a déjà été discuté dans cette émission, et qui date de même avant. C'est pas, on peut pas parler que d'inefficacité quand le souci vient aussi dans la création d'un volume d'occasion relativement faible. Mhm. Non, c'est clair. Et puis, en discutant comme ça chaque semaine, il y a aussi une idée qui me vient un peu comme ça gentiment. Est-ce que offensivement, notre équipe ne serait pas actuellement surdépendant? On a pendant plusieurs années été Nuzzolo dépendant, hein, puisque c'était très souvent de lui que venaient les éclairs de génie, soit par des buts ou par des passes qui étaient vraiment du coup pour le coup décisives. Mais est-ce que gentiment s'installe pas une surdépendance? Parce que alors moi j'enlève là-dedans le début de championnat où on fait trois victoires, trois belles victoires hein, quand même contre Chafouz, Haro et puis Toon, où là le danger venait de tous les côtés. Mais si on analyse un petit peu la suite avec les différents buts qu'on a inscrits, il y a quand même une chose qui revient, c'est que Franck Surdé, il est très souvent soit à l'origine, soit à la conclusion du but. Donc, très souvent, c'est un peu de ces pieds que viennent le danger et parfois même par ce qu'on appelle des éclairs de génie. Hein. Tout d'un coup, c'est lui qui fait la différence sur un coup de rein, sur un geste technique. Et puis, est-ce que, voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis sur le sujet. Sam, par exemple, on t'a pas entendu depuis un moment. Difficile à dire. C'est vrai qu'on joue assez souvent sur son côté, mais c'est difficile. Et j'arriverai pas à donner un avis si on est surdépendant ou pas. J'arriverai pas à donner un avis concret là-dessus. Hein, je parle d'un début, hein, quand même. On n'en est pas encore là, mais quand même. Hein. Je sais pas, Michael et Alex. Une dépendance, c'est peut-être encore fort, enfin disons, par rapport à l'échantillon, mais ça, c'est indéniable par contre que le danger passe beaucoup par lui, en fait. Que ce soit, tu parlais des éclairs de génie, donc disons, pour résumer, des tentatives un peu individuelles où il est capable d'apporter du danger parfois dans des situations où il n'y a pas grand chose, et du coup ça fait qu'aussi on retient un peu ce genre d'action en se disant, mais en final il y a quand même peu de choses autour. Je pense à Ville où en fait on n'a rien, mais par contre c'est vrai qu'il y a une grosse action, mais c'est juste parce que c'est lui qui tire de loin bien et le gardien fait un bel arrêt, par exemple. Donc ouais, c'est par ce genre d'éclair de génie, comme tu dis, par ce genre d'individualité, le jeu est parfois un peu débloqué, mais sinon, dans le jeu, dans le collectif, c'est quand même souvent aussi lui qui apporte qui apporte ce déséquilibre parce il fait les bons appels, il est trouvé dans l'espace, il aime bien aussi ensuite repiquer, essayer de faire des passes dans les 16 mètres ou de tirer tout simplement. Donc ça offre plusieurs opportunités, ou du moins ça peut offrir plusieurs opportunités. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup par lui que ça passe ce genre de situation.
Et puis, effectivement, sans parler que de jeu, même statistiquement, hein, c'est clair que c'est lui qui porte une grosse partie des buts Bah, dans la contribution, pas que les buts marqués, mais les passes décisives. depuis la 5e journée et puis le but égalisateur de Mats Amri Vaduz sur D, il est impliqué à la conclusion, à l'origine ou à la conclusion de tous les buts. Alors il y en a pas Ouais. 10, Ouais. mais la 6e journée, un but contre Bellinzone, il est à la conclusion. La 7e journée, on n'a pas marqué à Ville. 8e journée, on perd contre Baden. Il fait la passe Il fait la passe décisive à ouais, Jessé Autier. Ouais, Autier, ouais. À la 9e journée, on n'a pas marqué puisqu'on a été battu par Sion 3-0. 10e journée, à Thun, il est à la conclusion du but. Et puis contre Nyon, eh bien, il fait la passe à Del Toro. décisive, du coup, pour le coup, vraiment décisive à Danilo Del Toro. Donc, et il en tout cas, était aussi, et il a pas mal créé aussi, j'ai souvenir de plusieurs choses ouais. dans ce match. En fait, c'est ça, oui. Alors, il est impliqué, oui, que ce soit statistiquement pour les buts et passes décisives, mais aussi dans les passes clés, dans la création de décalage, etc. C'est vrai que c'est quand même beaucoup par lui que ça passe, non pas parce que Danilo Del Toro ne tente pas, mais c'est vrai que du coup, dans la qualité des occasions, ça a tendance à beaucoup passer de son côté. Je sais pas si c'est une dépendance, mais En tout cas, il est décisif dans les mais statistiques. ça contribue franchement, sans doute, au fait que l'équipe est pas assez imprévisible. Ça doit forcément contribuer, et ça fait que l'équipe a peut-être pas la plus grande palette, la plus étendue pour apporter ce danger devant. Et c'est un problème, ouais, parce qu'il n'y a pas que l'avant-centre. On a vu avec des profils complètement différents chez les avant-centres, c'est de toute façon pas qu'une question de finir les actions. Et je suis d'accord, ouais, on voit quand même beaucoup plus le jeu dans les actions de qualité, on voit beaucoup plus le jeu pencher de ce côté-là. Ça pose un problème. Les équipes, je pense, commencent quand même bien à comprendre comment ça fonctionne, puisqu'on est dans une phase où on marque vraiment très très peu de buts. Mhm. Ouais, et puis moi j'ai quand même aussi des souvenirs. Le dernier Xamax qui marche, c'est-à-dire le Xamax de Decastel en Challenge League pour moi. On avait quand même à l'époque Samir Ramidi et puis Geoffrey Tréant qui. Ouais, il y avait plusieurs. Hein. Ouais, il y a eu qui d'autre encore comme ailier qui jouait sur les côtés dans vos souvenirs, messieurs? Enfin bon, bref, on avait quand même pas mal de permutations aussi chez les ailiers. Et des fois, c'est ça, ça crée aussi un petit peu les décalages parce que ben, le défenseur latéral, il défend tel joueur pendant 20 minutes, puis ensuite, c'est un autre qui apparaît en face avec un autre profil, d'autres qualités. Et peut-être que des fois des basculements comme ça aussi pourraient donner un peu de surprise au jeu. C'est des changements tactiques, mais c'est des permutations entre. Alors, je suis pas pour les permutations entre latéraux, ça c'est une évidence. Mais les ailiers, des fois, ça peut être bénéfique. Danilo Del Toro, gaucher, joue à droite, petit gabarit, profil rapide, très bon dribbleur. Et puis on a un Franck Surdé, droitier, qui joue à gauche. Alors lui, il est plus grand, il est un peu plus puissant que Del Toro, même s'il pourrait encore gagner en puissance, mais il est encore jeune, il va encore évoluer dans ce sens-là. Mais parfois, on en fait basculer un d'un côté et l'autre de l'autre. Il est directement sur son bon pied pour centrer après un débordement. Enfin, ouais, je pense que c'est des choses qui pourraient aussi se tenter quand même de temps en temps. Et puis, pareil, d'avoir des combinaisons entre Nsakala et Del Toro, ça pourrait aussi être intéressant par moment dans le match. Donc, c'est des choses qui coûtent pas grand-chose, mais qui pourraient se tenter, moi, je trouve, par moment quand même. Ça apporterait de la variété, parce qu'on verrait, oui, comme tu dis, des duos différents aussi, des duos latéraux ailiers qui varient. C'est sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, bien sûr, tout ne se trouve pas, la solution se trouve pas dans une seule mesure. Non, mais Mais c'est clair que c'est le genre de choses qui serait très intéressant quand même à essayer d'apporter, voir si ça peut offrir un peu plusieurs cordes à notre arc, parce que pour le moment, c'est un peu stérile quand même. Ouais. mhm.
Oui, c'est un peu stérile, c'est clair. Et puis, du coup, ça met dans une perspective un peu négative la chose. Et puis, ça met de côté ce qui a bien fonctionné sur ce match. Alors, Oui, aussi, je suis d'accord. défensivement, on a tenu le choc. Et puis, depuis le début de la saison, enfin, on a pris 3 buts contre Sion. Mais sinon, il n'y a pas eu des matchs, on n'a pas pris plus que 3 buts depuis le début de la saison. Et encore, les 3 buts, on ne l'a pris qu'une fois, si je me trompe pas. Sinon, on est toujours autour de 2-1 ou les clean sheets. Donc, défensivement, l'équipe, elle est en progrès depuis l'année dernière. Et puis, on la sent moins en panique derrière. Donc, voilà, tout ça, si l'équipe était un peu plus efficace offensivement, ben, voilà, ça montrerait aussi un peu cette partie-là. Mais là, on prendrait un but à Sion, c'est pas une honte, mais du coup, c'est une défaite parce qu'offensivement, on n'a pas été capable de marquer Oui. au moins un but. C'est plus ça le problème en fait, et c'est plus ça qui me fait dire que si ce fameux but finit par arriver, alors il n'y a plus grand chose parce que derrière, enfin ensuite on n'a pas beaucoup tenté devant. Sinon, l'équipe prend pas l'eau loin de là parce que Non. en plus il y a eu des matchs où on a pris des buts, plusieurs buts, comme un match avec 3 buts, un match avec 2 buts, mais malgré tout, l'équipe a encaissé 15 buts. Il y a le Stade Lyonnais qui a encaissé 15 buts aussi, Sion qu'on a pris 6, Thun qu'on a pris 11. Donc ça fait 3e ex-aequo. L'équipe est très très loin de prendre l'eau. Mais si t'arrives pas à créer et à marquer des buts, parce que pour le moment c'est un but ou 0, bah derrière forcément tu peux pas faire que des clean sheets. Et si tu joues sur un match nul, si tu joues pour un match nul, il faut aussi être conscient que l'erreur peut arriver au bout d'un moment. C'est vraiment le plus gros souci, c'est quand même de pas avoir été capable de marquer. Non, clairement. En ayant une moyenne de 0,5 buts par match, ce qui est à peu près notre moyenne depuis 5-6 matchs, on va pas y arriver, hein. On doit absolument Ouais, passer la moyenne de 1 but par match minimum, si on ouais. veut espérer faire des résultats, c'est clair. Surtout si défensivement, on prend pas beaucoup de buts, certes, mais on en prend quand même, quoi. Donc, Ouais, la, la- la dernière clean ouais, sheet, elle remonte à Thun, hein. ouais, c'était Toon. Parce qu'il n'y a pas eu de 0-0. Donc, ouais. Mhm. Donc voilà. Et puis le but c'est du noix. Ben il vient aussi d'une phase où à la base le ballon est dans nos pieds et puis une passe, on va dire très risquée. J'allais la qualifier de suicidaire, non, mais elle est très risquée cette passe d'Atekame. Elle est risquée parce que si le geste est réussi, eh ben c'est impeccable et puis ça crée une occasion peut-être de notre côté. Et là, malheureusement, le geste n'est pas réussi. Ça donne une perte de balle dans une zone très dangereuse. Et puis ensuite, un concours de circonstances favorables, c'est-à-dire un compte favorable pour Buap. Puis ensuite, une frappe, on va dire, bonne, mais pas non plus exceptionnelle. Et puis Guivarch qui touche le ballon un peu, mais pas suffisamment pour inverser la course du ballon. Les petits détails qui du coup vont pas dans notre sens, pardon. Mais c'est vrai que on parlait souvent de prise de risque offensive. Alors là, pour le coup, Atekame, il en a pris une, mais comme le geste est raté, et ben ça crée une grosse occasion derrière. Et malheureusement, ce sont des erreurs qui incitent pas nos joueurs à prendre des risques le match d'après, quoi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Chaque fois qu'ils prennent des risques offensifs, non seulement c'est pas récompensé par une occasion de but, mais en plus ça amène un but à l'adversaire. Il y a de quoi vous plomber le moral hein, quand on s'enchaîne des choses comme ça. Ouais, surtout que c'est même pas la plus grande prise de risque possible, quoi. Disons, voilà, j'ai l'image exacte sous les yeux. Il y a Saïs qui est dans le rond central avec un triangle autour de lui, de deux joueurs, mais écarté. Donc il a l'espace dans le rond central pour ensuite, si la passe est dans les pieds, potentiellement se projeter, et voilà. Mais ouais, la passe pas 100% assurée sans être une passe cataclysmique. Mais ouais, la passe n'est pas 100% assurée. Il y a le joueur je sais plus si c'est Balthazar, il y a le joueur qui lit le jeu et Mhm. qui part la récupérer. Et ensuite, ça part tout de suite. Il y a 5-6 joueurs xamaxiens qui sont derrière le ballon, du coup, à ce moment-là. Et puis, ben, ensuite, ça part évidemment tout de suite en contre-attaque. L'équipe est déséquilibrée. Et ensuite, il y Mhm. a ces petits détails qui sont pas avec nous. Ouais, c'est vrai que c'est quand même fâcheux parce que là,
Parce que là, ça à se ce joue sur un moment-là, détail, ça se joue sur un détail malheureux, ouais. Petite prise de risque sans que ce soit non plus une passe kamikaze, mais à la fin, c'est tout juste pas assuré et derrière ça donne but. ouais, c'est clair. Et puis, finalement, on peut pas tellement crier au scandale parce que même si c'était pas un grand Sion, ils ont quand même été j'ai envie de dire un peu moins mauvais que nous. Et puis, ils ont quand même eu des occasions, eux, en première mi-temps et en deuxième aussi, même s'il n'y a pas de gros arrêt de Guy Varche dans l'histoire, mais il y a quand même eu des situations un peu chaudes. Ou est surtout Donc, plus net parce que les statistiques nous disent qu'on a trois frappes de plus qu'eux, mais ils ont des actions plus nettes que nous. très clairement, donc au final, voilà, une petite victoire. Et puis je crois que de leur côté, j'ai pas lu la presse valaisanne de mon côté, mais je pense que voilà, cette victoire a été qualifiée de chiche. Mais voilà, c'est des fois aussi le propre des bonnes équipes, c'est de gagner même en jouant pas bien, quoi. Oui, voilà. Donc c'est un peu ce qui s'est passé ce, ce vendredi soir à Tourbillon. Voilà, messieurs, on arrive donc à la fin de cette partie de débriefing du match. Et puis, on ouvre notre rubrique match de légende. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette rubrique match de légende, c'est que forcément, on va aborder des matchs qui ont tourné en notre faveur. Et puis, ça va nous mettre un peu de baume au cœur, de nous replonger dans nos souvenirs. Donc, pour cette première rubrique de match de légende, on a choisi pas un match, mais en fait une double confrontation. Je pense, chers auditeurs, que vous voyez déjà de quelle confrontation on va parler. Messieurs, qu'est-ce que vous faisiez le jeudi de l'Ascension en 2019? C'était le 31 mai 2019. Je broyais du noir au stade. C'est ça. Alors, ça dépend à quelle heure. Hein. Ça dépend si je vous dis, est-ce que c'est à 19h30 ou à 21h30. Et puis, du coup, qu'est-ce que vous faisiez 3 jours plus tard, le 3 juin 2019? J'avais pas pu faire le déplacement, mais j'étais à la télé et je me régalais. Voilà. Je pense que c'est un Ouais. peu la vie de tout le monde. Alors, et vous l'aurez compris, hein, chers auditeurs, on va parler de la double confrontation, donc du barrage de promotion-relégation Super League Challenge League qui nous opposait donc nous au FC Arrows. C'est cette double confrontation légendaire qu'on a appelée l'Arrow Remontada avec le temps. Alors cette confrontation, pourquoi elle est légendaire? Parce que notre équipe a remonté tout simplement un désavantage de 4 buts qui avait été concédé à domicile. Et puis c'est un exploit assez rare dans le sport, unique dans l'histoire de notre club, mais assez rare dans le sport de manière générale. Donc on va se replonger un peu dans cette double confrontation. Alors le premier match. Donc, c'est le 31 mai 2019. Donc, Samax, 9e de Super League, qui reçoit Arrow, 2e de Challenge League. Donc, pour remettre un petit peu le contexte, donc Xamax termine à la 9e place de Super League après avoir fait une très belle remontée. Donc ils étaient 10e et assez nettement 10e à la pause hivernale. Et puis ensuite, l'arrivée de Geoffroy Sérédier et puis le retour de blessure de Kemal Ademi et puis le départ de Michel Descastel avec un peu un électrochoc avec la promotion de Stéphane Anchaud au poste d'entraîneur fait que l'équipe commence à faire des résultats et puis rattrape puis dépasse Grasshopper. À un moment, on a même flirté on a été en position de ravir la 8e place au FC Sion et le FC Zurich. C'était un peu les clubs qui se sont battus presque jusqu'au bout avec nous pour cette place de barragiste. Donc, on était barragiste, mais on était quand même sur une lancée, une demi-saison plutôt positive qui pouvait nous inciter à l'optimisme. De leur côté, le FCR aussi, mes souvenirs sont bons. Ils ont chippé la place de barragiste un petit peu miraculeusement dans les dernières journées à je sais plus qui. Donc Au Lausanne eux, Sport, ils au reviennent de Lausanne loin. Sport, Ils ouais, c'est revenaient de juste. loin. Ils revenaient d'assez loin, donc eux, ils arrivaient aussi avec une bonne dose de confiance puisqu'ils n'avaient pas beaucoup occupé la place de barragiste durant leur championnat. Donc on était très curieux de voir ce qui allait se passer. Et puis donc le match aller à la Maladière, c'était vraisemblablement, moi, si on prend uniquement ce match-là,
Mon pire souvenir de supporter neuchâtelois, je sais pas pour vous, messieurs, Alex, Sam, Michael, est-ce que ce match aller, c'était votre pire souvenir de supporter? Clairement. Moi, je me disais, ah, bah, c'est bon, on joue contre Haro, machin, on va rester facilement. Moi, j'étais content, je me disais, j'allais voir un beau match, on allait gagner. 3-0, je me disais, bah, Ouais, t'étais confiant. ouais, Sam, t'étais au stade? Évidemment que j'étais au stade. Ah, au début, j'étais aussi confiant. Puis, dès que j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Puis, à la fin du match, j'étais dépité comme un rat mort. Enfin, j'y croyais plus du tout à ce moment-là. Ouais, c'est clair que il y a rien, on va dire, il y a rien qui a tourné dans notre sens ce soir-là. L'équipe rentre pas si mal dans le match. C'est assez serré pendant le premier quart d'heure. Et puis voilà, à la 22e, un débordement et puis un oubli de la défense, quoi. Le ballon passe devant tout le monde à 5 mètres et puis Maillerefer, le géant Maillerefer reprend le ballon de la tête mais libre de tout marquage. Walter est sorti aux fraises et puis c'est 1-0 à ce moment-là et puis à partir de là, jusqu'à la fin de cette confrontation, tout a tourné en notre défaveur. À la 34e minute, Tazar bénéficie d'un boulevard aussi pour inscrire le 2-0. Et puis on se dit, bon, 2-0, on tient jusqu'à la mi-temps, on peut essayer de faire basculer le match en deuxième mi-temps. Et puis sur une longue balle en avant, la défense est mal alignée, complètement à la rue. Et puis Mizic récupère le ballon, Walter décide de ne pas sortir. Mal lui en prend puisque Mizic lui glisse le ballon à côté de lui. C'est 3-0 à la mi-temps, c'est la stupeur. Et puis à ce moment-là, enfin, si on est supporter neutre, il n'y a pas grand-chose à dire. Haro mérite ses 3 buts d'avance. Ils ont extrêmement bien joué le coup. On a très mal géré notre mi-temps, notre match. Et puis à ce moment-là, on se dit, mais purée, maintenant il faut sortir les pouces du cul. Et puis en deuxième mi-temps, on essaie de marquer au moins 1 ou 2 buts pour limiter la casse et espérer encore quelque chose du match retour. Moi, j'étais vraiment dans cet esprit-là à la mi-temps. Et puis, on ne sait pas ce qui se dit à ce moment-là dans les vestiaires. L'équipe tente un peu de réagir. Et puis, il y a cet événement que nous avons déjà brièvement mentionné à l'issue du débat sur l'arbitrage. Il y a de cela, c'était la semaine passée? Non, c'est il y a 2 semaines. Non, c'était la semaine passée, ouais. Dans le dernier épisode. L'expulsion de Nuzzolo, quoi, pour un prétendu crachat à l'encontre de Monsieur Klosner. Alors, ça s'est passé juste devant moi. Moi, personnellement, j'ai rien vu, donc j'étais autant surpris que Nudes de recevoir un carton rouge à ce moment-là. Alors, après, on a eu une issue. Nuzzolo n'a pas été reconnu coupable de quoi que ce soit, et puis il a été blanchi, et puis ses matchs de suspension ont été annulés. Mais il laisse quand même une équipe menée 0-3 à 10. Et puis, il la prive aussi d'un de ses meilleurs joueurs pour le match retour. Donc l'équipe essaye de pas se laisser abattre, mais c'est quand même compliqué. Il y a 1 ou 2 occasions à 10 contre 11. Et puis à la 69e, Haro voilà, conclut une superbe occasion collective avec de nouveau Varol-Tazar à la conclusion. C'est 0-4. Et à ce moment-là, il y a des gens qui quittent le stade. Moi, je sais plus, j'ai pas regardé l'affluence ce soir-là, mais il y a un nombre incroyable de gens de la tribune C qui sont partis à ce moment-là. Et C'était un puis, stade plein. ouais, c'était stade plein quasi. Ouais, c'était plein. Enfin, en tout cas, il était annoncé qu'il se fermait ce match. Ouais. Mais ça s'est vidé à ce moment-là. Et puis, on va dire 20 minutes de remplissage. J'ai même pas souvenir. Est-ce on est passé proche d'inscrire un but? Est-ce que Haro est passé proche de mettre le 5e? J'ai aucun souvenir. J'étais prostré sur mon siège. Mes parents qui étaient venus, ils sont aussi partis. Je suis resté tout seul jusqu'à la fin. Et c'était presque les 20 minutes, je veux pas dire les 20 minutes les plus longues de ma vie, mais en tout cas les plus longues de ma vie de supporter. Et à la fin, moi j'avais même pas envie de les siffler ou de crier quoi que ce soit, tellement j'étais mal pour eux en fait, parce que ça se voyait que eux,
ils étaient mal de leur prestation et puis à ce moment-là, on avait tous compris que on allait être relégué, quoi. Avec tout ce qui s'était passé contre nous ce soir-là, on n'imaginait pas une seule seconde le scénario qu'on allait vivre 3 jours plus tard à Haro. Donc, Max Veloso est le seul joueur de l'équipe qui se présente face à la presse. Il tient un discours courageux, hein, finalement. Et puis ensuite, l'équipe se met un peu dans un vase clos pendant 3 jours. Alors les choses, elles fuiteront après, à l'issue de ce barrage, un peu ce qui s'est passé. Mais grosso modo, on a Pietro Di Nardo, hein, qui tout de suite dans les vestiaires y croit. Et puis motive l'ensemble de ses coéquipiers. Il les motive individuellement aussi. Il me semble avoir entendu une interview de Pietro à l'époque qui disait que il avait envoyé des SMS à tous ses coéquipiers pour les motiver. Le samedi, il y avait, si je me trompe pas, la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et je sais plus qui. Tottenham. Et Tottenham, voilà. Et puis l'équipe a regardé ce match. Et Liverpool avait fait une remontée, hein, contre Barcelone pour arriver en finale. C'était la même année, si je me trompe pas. Oui. Donc ils regardent aussi ce match pour s'en inspirer, mais beaucoup de joueurs ils y croient, mais au fond d'eux ils se disent purée, ça va être extrêmement compliqué. Nous-mêmes en tant que supporters, bah moi honnêtement, si on avait gagné 3-0 comme le projetait Alex et Sam, ben j'aurais fait le déplacement prêt à aller fêter, mais là je me dis non, mais je vais pas m'infliger ça. Si ça se trouve, on va se prendre de nouveau une correction et on va être relégué en prenant un 6 ou 7-0 cumulé aux 2 matchs. Donc j'ai préféré rester chez moi. Donc voilà, finalement on arrive à ce 3 juin 2019, Michael. 2 juin. 2 juin, pardon, oui, excusez-moi, le 2 juin 2019, bien évidemment. Ouais, bah là, d'ailleurs, je pense que peu de gens, personne vraiment n'y croyait. Moi, personnellement, j'avais de toute façon pas pu parce que je crois que j'avais un match ce jour-là, mais donc je suis arrivé vraiment pile pour voir le match sur mon écran et c'était la grande surprise. Et puis déjà avant de commencer sur le match retour, c'est vrai quand même que c'était la vraie c'était vraiment le musée des horreurs, hein, ce match, parce que tous les buts que tu as décrits, c'est des immenses erreurs. Le boulevard le boulevard de Misic qui passe à Tazar, c'est Piquel qui fait un tacle glissé qui part sur une passe en profondeur pour Misic. En début du match, Nikolic en plus il fait une double parade incroyable. Mais Ouais. d'ailleurs, Piquel, il est sorti après avoir fait ça, non? Si je dis pas de Je crois bêtises. qu'il est sorti, mais je suis plus sûr maintenant. Mais ça me surprendrait pas. Enfin ouais, match quand même vraiment. Oui, voilà, il est sorti, j'ai le truc, 39e minute. Match vraiment cataclysmique, hein, pour ces raisons-là. Même le quatrième but, il se balade et tout, le rouge pour Nuzzolo, voilà. Avec quand même aussi, avant de commencer pour la suite, l'anecdote, c'est à la 76e minute, il y a quand même eu l'entrée d'un certain Mats Samrich, hein, du côté d'Aro, qui s'est ensuite retrouvé à nos côtés. Mais il n'a pas joué au match retour. Sur le match retour d'ailleurs, donc ouais, contexte difficile sans Nuzzolo, Mike Gomez blessé en plus, qui était à cette époque-là dans une statistique exceptionnelle de matchs d'affilée, de matchs en ayant joué les 90 minutes, qui était folle. Oui, et encore un truc, Michael, qui me revient maintenant. On était confiant au match aller parce qu'en plus, Haro se présentait sans 3 joueurs importants qui étaient Ils avaient perdu des joueurs. Alors moi, j'étais pas si confiant que ça. Enfin, moi, j'étais juste, je m'attendais à un match serré en fait. Ouais. C'est surtout ça. J'étais juste stressé et je m'attendais à un match serré. Donc je m'attendais pas à perdre ou quoi, mais juste je pensais que ce serait quand même plus serré et que ça serait limite parce que je craignais quand même un peu ce match. J'étais assez stressé. D'ailleurs, Xamax qui cette saison, en n'ayant pas joué dans la même division qu'Haro, aura joué 3 fois face à Haro puisqu'on les a affrontés en coupe aussi cette année-là. Moi j'étais un peu mitigé. Je me disais que je partais pas forcément hyper confiant, mais juste pas non plus pessimiste. Et là, c'est vrai que ça a été la douche froide et le moment de solitude. Hein, moi qui d'habitude, en plus, je viens souvent avec des gens, personne n'a pu venir, j'étais tout seul. J'étais vraiment, j'ai vraiment assisté à ça. C'était assez aberrant ce qui s'est passé. Et ouais, donc Gomez qui était dans une statistique assez impressionnante de matchs sans s'arrêter.
Je sais plus, j'ai plus du tout en tête combien, mais ça avait fait quelques titres à l'époque, peut-être sur le matin ou je sais plus, Arc Info probablement. Donc Gomez blessé, Nuzolo pas là, c'est déjà compliqué. Une ambiance délétère où la tendance était plus à chercher des coupables que dans cette situation, la descente étant presque actée. C'était vraiment plus chercher pour le public, c'était chercher des coupables. C'était même pas espérer un retour miraculeux. Et en plus, pour entrer vraiment dans le détail du match, une composition avec finalement, pour une équipe qui doit remonter 4 buts, pas tant d'éléments offensifs que ça. Un 3-5-2 avec Osse, Menovic, Djuric, Piquel et Tréant étaient dans des positions de piston. Seredier, Dinardo au cœur du jeu pour un milieu quand même pas super offensif non plus, vous en conviendrez. Même si Seredier était capable de porter un peu les ballons, etc. Mais voilà. Doudin en 10 derrière, Ademi et Carlon. Vraiment une composition qui laisse. On part pas à l'abordage avec ça, on a a priori. Et effectivement, c'est là que ça a été très intéressant de se refaire le match et de se remettre en tête les choses, parce que maintenant puisque le début de match et de manière générale le jeu proposé, les dynamiques du match, tout ça, on les a oubliés forcément avec les émotions. Mais on a quand même franchement mal commencé. Après 1 minute 40 seulement, une passe compliquée de Semenovic pour Walter qui relance dans les pieds de Peretti pile à l'entrée de surface. Son mauvais contrôle le force à faire une frappe très mauvaise avec Os qui le presse. Mais on avait déjà une première frayeur. Des premières minutes fébriles où Xamax ne tenait vraiment, mais alors vraiment pas le ballon. Une grosse faute de Doudin et un jaune après seulement 3 minutes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entrée en matière ne laissait pas penser à une équipe qui allait mettre 4 buts. Et ça montre à quel point le match est devenu complètement irrationnel. Parce que Haro pressait et Xamax n'arrivait pas à faire circuler efficacement dans le corps argovien. Après 6 minutes seulement, alors que Xamax doit partir à l'abordage, c'est le FC Haro qui a déjà plusieurs incursions dans les 16 mètres sans vraie frappe, mais avec quand même c'est eux qui commencent tambour battant dans ce match, face à une équipe qui est censée vraiment, comme je dis, partir à l'abordage. Le début de match côté argovien est finalement assez encourageant pour une équipe qui doit simplement éviter d'en prendre 4. Ça a été assez intéressant à revoir. On se fait même peur à la 7e avec Tazar qui cherche un penalty. Alors bon, certes, il le cherche trop, mais qui est quand même réellement touché par Dinardo qui prend pas la balle dans les 16 mètres. Décision quand même logique de M. Jacotet parce que c'était quand même pas non plus, c'était pas une vraie faute, mais voilà, c'est une conséquence du fait qu'Haro est vraiment venu presser. On était déjà presque à la limite. Et puis Xamax qui, dans un début de match où il ne provoque absolument rien et qui pire subissent, ça laisse clairement pas envisager un match avec 4 buts. Non, Pas mal c'est de clair. fautes, surtout pas mal de fautes à ce moment-là. Un match très tendu. Je vous pose une question. Je sais pas si vous avez revu la feuille de match sur Transfermarkt ou quoi, dans quel cas vous avez la réponse, ça sert à rien, mais c'est intéressant de donner la stat. Après 20 minutes, combien y avait-il de jaunes sur ce match Au extrêmement total tendu? ou bien pour Xamax? Pour tout le monde. Parce que des Pour deux tout le côtés, monde. en fait. Des deux côtés, il y a eu des tacles assassins. Après 20 minutes, il y en C'était avait très, déjà très au chaud. moins 8, je pense. Non, alors, moins, je vais laisser les deux autres répondre. Ah, j'aurais dit 6-7. Et Alors Alex? moi je dirais 5 alors. Alors, déjà, après 12 minutes, avant de donner la réponse, après 12 minutes, il y en avait déjà 4, 2 de chaque. Et 7 minutes plus tard, à la 19e minute, est venu le 5e carton jaune, effectivement. Et un 6e en 35 minutes avec encore d'énormes fautes. C'était vraiment super tendu dès le début. Et donc pour reprendre le fil du match, après 10 minutes, Xamax n'a encore rien fait si ce n'est un nombre important de fautes. Haro enchaîne les ballons dans la surface. Il n'y a pas forcément d'énormes occasions, mais c'est clairement l'équipe qui domine et qui maîtrise. Domination surtout pas forcément dans un style de longue phase de possession. C'était un jeu assez direct, ce qui a fait que finalement il y a eu pas mal de pertes de balles un peu des deux côtés. C'était quand même nettement moins brouillon chez eux, alors que nous on peinait à effectuer des sorties de zone convaincantes. Mais voilà, il y avait beaucoup de volonté dans les duels, un match très très engagé, mais franchement, avant le 1-0 où il y a vraiment presque pas d'action, ça ne suffit pas, franchement, pour mettre 4 buts. Et c'est probablement ce que je me suis dit au moment de regarder le match en direct. Mais
C'est là que c'est intéressant. Moi, j'ai complètement oublié le scénario du match. Hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tout est passé dans l'émotion à partir de la fin du match. Et donc après, c'était Xamax ne concédait pas non plus grand-chose, mais n'avait rien. Il y a eu une petite opportunité à la 18e avec Ademi qui essaye de remettre pour Carlon dans les 5 mètres avec une bonne parade de Nikolic. Mais voilà, ça se traduit quand même pas en frappe. Mais Xamax montrait quand même un petit peu plus. Et à la 20e minute, là, tout a commencé. Ce Xamax qui ressortait un petit peu la tête de l'eau depuis quelques instants se procure un penalty avec une faute de Giuseppe Leo sur Carlon. Un geste vraiment mal maîtrisé, un penalty, si vous vous en souvenez, qui est quand même assez indiscutable. Ouais, la faute, elle est indiscutable. Elle est stupide parce que Carlen, il est dos au but à ce moment-là. Il n'est pas forcément en position extrêmement dangereuse, mais. Exactement, la faute, elle est indiscutable. Un ballon à hauteur de genou avec les deux qui mettent le pied, mais Giuseppe Leo qui met un bon coup de pied à Carlon et qui se fait shooter le pied. Avec un arbitre qui fait preuve de psychologie, parce que Giuseppe Leo était déjà averti. Ça aurait vraiment pas valu une expulsion. Mais c'est clair que sur un joueur qui est pas averti, on peut estimer que l'arbitre lui dise je vais sévir si ça continue. Donc voilà, un arbitre qui a logiquement fait preuve de psychologie, mais voilà, grosse faute une belle faute quoi, avec Seredier qui prend Nikolic à contre-pied, qui va directement chercher le ballon, on connaît. Après un début de match assez vide, c'est un but qui a quand même réveillé tout le monde, joueurs, staff et public. Même si le public se faisait déjà bien entendre, il a enfin eu un peu l'occasion de s'enflammer. Je sais pas s'il y avait quelqu'un qui était au stade, moi j'avais pas pu y être. Je sais pas si Sam t'y étais toi. Non, alors Sam, non, il n'y était pas, du coup. Voilà, c'était pour. Alors, ça aurait été intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un, moi qui n'ai pas pu le faire. Dans le style de jeu, nous, parce que c'est quand même à peu près la seule occasion, c'est ce penalty. Dans le style de jeu, on faisait beaucoup de longs ballons, c'est un peu ce qui nous a caractérisé durant ce championnat. Hein. Je pense que on s'en souvient. Les remontées de balles, c'était quand même vraiment assez poussif, avec des contrôles souvent un peu trop longs. Ça passait beaucoup par du jeu long, effectivement, du jeu dans des duels aériens. Mais voilà, c'était déjà un petit peu plus impactant dans le pressing après l'ouverture du score. Haro développait un peu moins son jeu, arrivait un peu moins dans les 16 mètres. Passer cette zone, c'était de toute façon difficile pour eux de trouver de l'espace parce on avait beaucoup de joueurs dans la surface. Mais voilà, la dynamique qui s'inverse un petit peu. Haro qui a commencé tambour battant, même si ça s'est pas forcément traduit par des grosses occasions, s'est retrouvé à peut-être un petit peu reculer. Mais malgré tout, il s'est rien passé avant le 2-0, qui arrive justement à la 29e. Donc voilà, je rappelle, pas grand-chose avant le 1-0. Et ensuite, une fois le but marqué, pas vraiment d'action non plus. Encore une fois, un corner obtenu par Dinardo, botté par Tréant et propulsé de la tête par Os dans les filets de Nikolic. La moitié du chemin était déjà faite après 29 minutes, alors que Xamax n'était vraiment pas si dangereux que ça. Et ça, c'est un point intéressant parce que ça a montré à quel point, en plus, on parlait de coups de pied arrêtés. Ça a été la gestion des moments clés qui a été très très forte pour sortir ces deux buts de ce peu d'opportunités créées, de ce tout petit volume d'occasions. Et par gestion des moments clés, on peut surtout dire gestion des coups de pied arrêtés, hein, avec ce penalty qui est un coup de pied arrêté un peu particulier, mais voilà, ce corner, et puis ensuite le corner d'après, j'en parle dans quelques instants. C'est clairement cette gestion-là cette maximisation de ces opportunités qui a fait que Xamax est remonté, parce que dans le jeu, je m'attendais pas à ce point-là en revoyant le match, parce que j'avais vraiment pas mal oublié. Je m'attendais pas à ce qu'on ait si peu dans le jeu, c'était quand même un peu le néant, mais voilà, une très très grosse gestion sur coup de pied arrêté nous a permis de revenir, et c'est ce qu'on a à nouveau aperçu à la 38e minute. Après encore une séquence où il n'y a pas vraiment d'action, c'est surtout du combat au milieu de terrain avec toujours ces fautes très rugueuses. Un très très beau centre de Tréant sur coup franc, Doudin qui croise sa tête à l'entrée de surface et Nikolic qui réalise, alors je sais pas si vous vous en souvenez de celle-là, une parade vraiment magnifique. Arrêt, Détente horizontale sublime. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Il va commencer à faire des arrêts. Ouais. Je voyais le 3-0 arriver. Il annule un 3-0 avec un arrêt hallucinant. Je me suis dit, si en plus il fait des gros arrêts, ça va être compliqué.
quand tu vois ça, tu te dis pas que sur le corner d'après, tu marques, quoi. C'est ça. Tout ça. Exactement. Malgré ce bel arrêt, c'est la folie dans le stade. Tréant botte ensuite cet autre coup de pied arrêté, ce corner, et c'est envoyé par Ademi. Ça fait 3-0 après 39 minutes. À ce moment-là, c'est vraiment la folie dans le stade, sur le terrain. Les joueurs sont survoltés malgré la pression et l'extrême chaleur. 3-0 à la mi-temps, c'était aussi le score à la Maladière. Vous étiez dans quel état après à 3-0 à la mi-temps? Ah, moi, j'y croyais à fond, là. J'y croyais à fond parce que je me suis dit, alors j'avais un peu ce même avis que toi en me disant, bah, finalement, le contenu, c'était pas top, mais on s'en fout. Le contenu, on s'en fout aujourd'hui. Et là, ce qu'on attendait, c'était une équipe qui marque des buts efficaces. Et puis, pour espérer un miracle, et là, ils l'ont fait. À la mi-temps, à la moitié du match, ils ont fait les trois quarts, ils ont remonté les trois quarts du handicap. Là, les Argoviens, ils devaient avoir les flopettes. On s'est dit, mais on y croit à fond. Moi, j'y croyais non seulement qu'on allait remonter le handicap, mais qu'on allait peut-être même marquer un 5e but qui les aurait éliminés avant les tirs au but. Alors, j'en demandais pas plus, mais non, à ce moment-là, je pense que tous les supporters de Châtelois, les joueurs eux-mêmes, le staff, ils y croyaient. Moi, j'y croyais à fond, en tout cas. Parce qu'on sentait que c'était parti dans l'irréel, et puis on se dit, ils vont aller au bout, c'est pas possible, ils vont aller au bout. Donc on reparlera de l'état d'esprit à la fin du temps réglementaire et des prolongations, mais à la mi-temps, j'y crois à fond. Je suis assez d'accord, j'étais un peu dans cet état d'esprit parce que je voyais que ça devenait complètement irrationnel, et cette extrême efficacité, elle donnait aussi un peu envie d'être optimiste. Toi, t'étais comment, Alex, tu te souviens? Moi, au 3-0, moi, je me souviens, après, peut-être depuis le début du match, je me rappelle plus vraiment, mais au 3-0, j'étais debout devant ma télé, je tournais dans tous les sens pour qu'il marque ces 4-0. Je gueulais devant ma télé, j'étais au match, en fait. Alors, on s'y croyait, et dans la foulée du but, Ademi se procure une occasion en solitaire face à 3 Argoviens après un rebond un peu chanceux, une tentative bloquée par Nikolic très vite au sol. Mais c'est vrai que ce match-là commence à vraiment tourner dans l'irréel, avec des Argoviens qui deviennent très très nerveux. Une mi-temps pour calmer un peu les esprits, mais même si ce n'était que le début, hein, on a eu 45 minutes plus encore 30 minutes de prolongation et des tirs au but. Entrée de Max Veloso pour Djuric, et changement de dispositif. L'équipe est passée à 4 derrière avec Veloso en position de latéral. Seulement 20 secondes après, on a encore une petite frayeur avec Tazar qui a été très en vue dans les 2 matchs, hein, de cette rencontre, de cette confrontation. Tazar qui déboule dans les 16 mètres après seulement 20 secondes avant de piquer dans les 5 mètres. Mais le retour salvateur de Veloso, justement, est venu remettre de l'ordre. Là encore, preuve de cette nervosité grandissante. On a vu un Tazar devenir franc fou et invectiver le juge de touche, estimant qu'il devait avoir un penalty. En réalité, on voit qu'il le cherchait énormément, ce penalty, mais c'est là qu'on commence à percevoir des gros signes de nervosité chez les Argoviens. Patrick Ramon, lui, tirait une mine complètement déconfite sur les quelques gros plans offerts par Blue. Le temps passe sur le terrain, et toujours rien, hein, à part des tacles très appuyés et parfois agressifs. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite passer à la fameuse 72e minute. Sans ça, avant, il n'y avait rien. Long ballon de Semenovic, Ademi qui dévie de la tête pour Dudin qui fait de même sur Tréant, qui ensuite, environ au point de pénalty, est trouvé absolument seul dans un rayon de plusieurs mètres, malgré 5 Argoviens plus le gardien dans la surface. Sa frappe est parfaite au premier poteau, et c'est l'égalisation, vraiment la folie. Sur sa célébration, on voit Tréant absolument exténué. Là, je pense que on y a tous cru, on s'est peut-être même tous projetés sur un 5e but, même, je pense. Ouais, à ce moment-là. Alors, la réaction de Tréant, sur le moment, moi, je l'ai interprété de 2 manières. Je me suis dit, en même temps, il dit, calmez-vous, les gars, c'est pas le but de la victoire, c'est juste le but de l'égalisation. Et puis, en même temps, Tréant, il était revenu chez nous, mais il jouait à Haro. Il avait été transféré depuis Haro. Donc, d'un côté, je me suis dit, il fête pas trop parce que il marque un but contre son ancienne équipe. Voilà, l'histoire ne saura jamais pourquoi, mais à ce moment-là, on a senti, c'était en même temps que Xamax revient au score, et puis c'est un nouveau match qui commence, et puis en même temps, ça a été le début d'une période hyper pénible pour l'équipe, Oui. parce que physiquement, tu vas développer, Michael, mais physiquement, ça a été le début des souffrances, quoi.
Non, c'est clair. D'ailleurs, pour répondre tout de suite à cette question, Tréant, lui, il en a parlé chez Canal Alpha, qui était revenu sur là-dessus en parlant du joueur plus globalement sur ce qu'il fait actuellement, parce qu'il était à ce moment-là devenu adjoint à Carouge. Maintenant, pour la petite histoire, il fait ses classes, il est entraîneur en deuxième ligue genevoise chez la 2 de Carouge. Mais à ce moment-là, il était staff de la première équipe. Il y a eu une interview et non, il disait clairement que il était déjà complètement exténué et que c'était surtout pour dire à tout le monde de se détendre, parce que c'était encore presque que le début finalement du chemin. Parce que, et encore, dans la foulée, opportunité intéressante pour Schnevely qui tire sur le gardien. On va voir que Xamax souffre désormais. Ils ont énormément souffert, ça a été très très compliqué. Eux qui ont déjà dû donner toute leur force pour revenir à 4-4 doivent encore faire quelque chose de cette égalisation, pour qu'elle serve à quelque chose, malgré tous les efforts fournis. Mine de rien, c'était que 4-4 quoi. Et ça aurait pu largement mal tourner. Notamment à la 89e minute pile, il y a eu un élément très marquant. Je sais pas si, est-ce que vous vous en souvenez, vous? Oh oui, un raté de Schnevely, incroyable. Ouais. Ah ouais, Exactement. le tir un peu raté. Sur son côté gauche, Petar Mizic est absolument libre de tout marquage et a tout le loisir d'adresser un centre parfait à Marco Schnevely, qui est littéralement seul à l'entrée des 5 mètres et qui tire, je pense, un bon mètre au-dessus de la cage de Walter. Facile. C'est son mauvais pied. À sa décharge, il est sur son mauvais pied. Mais même de son mauvais pied, pour un joueur professionnel, ça doit cadrer. Peut-être que Walter fait l'arrêt, mais voilà, ça nous permet de faire une petite dédicace au terrain du Brugli-Feld. Parce qu'il a eu une mauvaise motte ou un mauvais rebond, c'est pas possible. Parce que là, la passe de Mizic était parfaite. Oui, après, c'est pas rasant. étoiles. La passe n'était pas rasante, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il non plus un trop mauvais rebond. C'est vrai qu'il est pas sur son bon pied, mais moi, dans ce genre d'occasion, moi, j'ai tendance à dire, au moins tu cadres. Et si le gardien te sort un miracle, il te sort un miracle. On va pas t'en vouloir. Mais c'est vrai que là, c'était un raté absolument hallucinant. Moi, c'est le moment qui m'a le plus rapproché d'une crise cardiaque dans ma vie, je pense. Ouais, il y en a un autre après, mais ouais, celui-là. Ouais, je vais aussi en parler. Mais si je dois choisir un souvenir foot où j'ai ressenti un pic absolument anormal de pression en un instant, c'est celui-ci. Moi, ça m'a vraiment marqué. C'est même en revoyant des fois, en revoyant l'action après le match, en revoyant l'action de temps en temps, en revoyant un peu le résumé par nostalgie durant ces 4 ans qu'on précédé cette émission. J'ai eu l'occasion de revoir plusieurs fois le résumé de ce match. À chaque fois, je me dis, mais c'est hallucinant à quel point ça se joue à un détail. Vraiment action délirante. Walter qui devient franc fou, qui sprint engueulé de son côté gauche, qui a totalement laissé Mizic la possibilité d'envoyer ce centre millimétré. Et là, les Xamaxa comprennent que ça devient vraiment insoutenable et gagnent du temps dans les dernières minutes restantes pour jouer les prolongations. Après les prolongations, et là je pense que c'est le deuxième moment qui t'a valu une presque crise cardiaque comme à tous, Mirko. 30 secondes, seulement 30 secondes après le début, la frappe de Gianluca Frontino s'écrase sur le poteau, sur une très très belle frappe enroulée, entrée de surface, c'est poteau. Là vraiment on a tous eu notre cœur qui s'est arrêté. Alors moi mon cœur il s'est arrêté parce que je pense que j'ai eu la même impression que Laurent, c'est-à-dire qu'au moment où sa frappe elle part, elle me dit elle va dehors. Elle partait en dehors. Puis c'est après qu'on voit qu'il lui donne en fait un effet un peu enroulé. Ouais. Et puis non, elle revient. Parce qu'en plus cette frappe, elle était pas très puissante. Hein. J'ai souvenir qu'elle va presque au ralenti. C'est un ballon, Elle s'écrase vraiment dans l'angle. Ouais, je sais plus si elle prend l'angle vraiment poteau latte, mais en tout cas. C'est presque l'équerre. C'est un ballon vraiment déposé, effectivement, pas une grosse frappe. Et voilà, pour la deuxième fois, après peu de temps finalement, c'est à la fin du temps réglementaire, début des prolongations, on passe à un cheveu. Parce que moi, en fait, depuis la 85e, et encore plus avec cette action de Cheveny, je me disais, on va aller au penalty. On n'arrivera plus à se créer d'occasion normale. Les joueurs sont presque tous épuisés. Moi, j'ai souvenir qu'il y a que Walter et Veloso qui tiennent presque encore debout. Il y a Dinardo qui allait vomir. Il y a Ramizzi qui rentre et qui sort directement après parce qu'il est blessé. Il y a plus rien. Donc, on n'arrive plus à se créer une seule occasion. Donc, je me dis, si Haro marque un but, c'est fini. Ils auront même pas la force de jeter toute leur dernière force dans la bataille. Donc,
On espère juste arriver au penalty, puis qu'ensuite le miracle se produise au penalty, quoi. Donc cette Totalement, frappe de mais Fantino, c'est le deuxième miracle chanceux du jour pour nous. ah, c'est clair. Bah, moi, je pense que c'est vraiment l'idée, hein. L'équipe a déjà donné ses dernières forces pour revenir à 4-0 en fait. Et on le Ouais, c'est voit ça. on le voit avec les images. On se rappelle tous des images. Déjà à la fin des prolongations, il y a des gens au sol. Il y a, on voit Seredi aux soins. Il y a Dinardo qui était complètement cuit. Corba Et aussi. Corba, tout le monde. Et, et ouais, je pense on était infiniment plus proche du 4-1 que du 5-0. Ouais, Et, ouais. et un but aurait été synonyme de fin de match quasi impossible, malgré le fait que c'était encore 30 secondes et qu'il restait 30 minutes. Parce que, et pourtant, avec la règle du but à l'extérieur était effective à ce moment-là. Donc, un but de Xamax aurait fait un mal, aurait été une catastrophe absolue pour Haro. Mais jamais on y a cru pendant cette mi-temps. Et c'était une mission survie, ces prolongations. Et je pense que là, on a tous transpiré. En plus, il faisait chaud, c'était l'été. On a tous eu très très peur. Moi, j'ai fait les 100 pas dans ma chambre à regarder le match sur mon écran. Mm. Finalement, on a quand même eu le droit à cette séance de penalty. Oui, parce que les Argoviens, ben, les conditions étaient les mêmes pour eux aussi. Alors, ils n'ont pas produit le même effort pour revenir que nous, mais ils sont aussi passés par des émotions quand même assez Ouais. fortes, malheureusement pour eux négatives, et heureusement pour nous. Mais du coup, voilà, ils dominaient, mais Walter a pas fait de gros arrêts non plus. Non, c'est ça. Et ils étaient quand même épuisés aussi, donc voilà, ils étaient pas prêts non plus à tout sacrifier pour se prendre un contre et puis se faire éliminer. Donc, ça a donné des prolongations très très tendues, mais somme toute pas mémorables par rapport au reste du match. Non, non, bien sûr. Et puis, ben oui, on a eu le droit à ces penalties. Moi, à ce moment-là, mon état d'esprit, c'est que voilà, on a lutté pour y avoir droit à ces penalties. Maintenant, bon, advienne que pourra. J'avais pas C'est ça. forcément d'avis en particulier. Je- J'avais jamais trouvé, je savais pas trop quoi penser de qui allait tirer. Normalement, c'est Nuzzolo le tireur de penalty. Ouais, il fallait, non seulement il en fallait 5, mais en plus il fallait des mecs qui tiennent encore debout et il y en avait plus beaucoup, quoi. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais qui c'est qui va tirer des pénaltys? D'ailleurs, on va jouer à un petit jeu. Est-ce que vous vous souvenez de nos 5 tireurs alors, je sais pas si je me souviens dans l'ordre, Bon, moi, j'ai mais... la liste du coup, mais Ouais, ouais. ouais, bon. Alors, il me semble que le premier tireur, c'était Veloso. Oui. Ouais. Ensuite, le deuxième, j'ai un doute, mais je crois que c'était Tréant. Mhm. Ensuite, le troisième, c'était Thibaut Corba. Exactement. Le quatrième, j'hésite. Non, c'était Ademi, le quatrième. Oui. Et bon, le Et puis cinquième, le on le connaît dernier, tout le tous. monde s'en Ouais. rappelle. Pour l'ordre, joli. Moi, je me serais souvenu des joueurs, je pense, mais alors l'ordre, à mon avis, je l'aurais pas eu. Moi, je me souvenais Ouais. plus de Ademi qui avait tiré, c'est tout. Ouais, je les avais tous en tête, mais ouais, l'ordre, je Ouais, l'ai ouais. Alors j'ai redécouvert en encore des regardant la feuille. souvenirs même sur presque pratiquement sur où ils ont placé leur penalty, quoi. Tellement c'est gravé dans ma mémoire. Moi, j'ai une Ouais. mémoire non sélective, donc du coup, je mémorise des choses que j'ai pas forcément envie des fois. Mais Ah, mais là, cette séance, on s'en souvient ensuite. Et ouais, ouais, ouais. penalty stoppé, le penalty de Zverotic, le capitaine, stoppé instantanément par Walter pour le premier. Et ensuite, Veloso, Tréant, Corba, Ademi et Seredi ont tous mis le leur. Victoire 5-4 au penalty. Ouais, puis Walter Euh, est passé à plusieurs reprises à côté d'un deuxième arrêt. Hein. Il était plus proche d'arrêter oui. d'autres pénaltys que Nikolic. Ouais, Nikolic, il y a le dernier de Seredier où il part du bon côté, mais sinon, il était presque toujours. Surtout qu'il est pas si bien tiré sur Seredi en Non. plus. En fait, Walter passe à 2 doigts d'un arrêt. On le voit d'ailleurs crier de rage après ce fameux penalty, effectivement. Mais ça, c'était un grand moment de tension. Hein. Je sais pas comment vous vous sentiez. Moi, je me sentais presque comme Piquel, même si je regardais, lui, il n'osait pas regarder, alors qu'il était seulement en prêt ici, mais il était vraiment très très impliqué. Ouais. Ça, c'était une image qui m'a marqué. Moi, j'ai jamais été confiant dans les séances de tir au but, que ce soit pour Xamax ou l'équipe nationale. Souvent à juste raison. On n'était pas réputé pour être une équipe très Ouais. forte au penalty, Xamax, quand on est en coupe ou tout ça. D'ailleurs, on avait perdu une séance de penalty contre. Nous, on avait perdu en prolongation ou penalty. Non, on avait perdu en prolongation contre Lugano. Mais Oui, c'était les prolongations. ouais, on n'avait pas une énorme confiance dans la séance de tir au but.
les joueurs étaient fatigués. Tu sais jamais, quand t'es fatigué, tu manques de lucidité, tu loupes ta course d'élan et tout ça. Donc voilà. D'un côté, je me disais ça. Puis de l'autre côté, je me dis, non mais c'est tellement irrationnel ce qui se passe. Et puis, on était dans une saison où, ben, justement, Liverpool avait remonté aussi 4 buts d'écart contre... non, ils en avaient remonté 3, eux. Ils avaient pris 3-0, ouais. Ils avaient pris 3-0, ouais. Contre Barcelone, que voilà, on y croit dur comme fer. Et puis l'histoire, elle peut pas nous éliminer. On a fait tout ça, ils vont aller jusqu'au bout de la surprise. C'est écrit quelque part, ça va se passer comme ça. Et voilà. Par contre, je m'attendais à une séance où il y avait beaucoup plus de ratés. Finalement, il y en a eu qu'un sur 10 C'est pénaltys. impressionnant, ça. Hein. Et puis, Sverotic, son penalty, c'était pas le penalty le plus mal tiré, à mon avis, de la séance. Et puis c'est vraiment je suis d'accord. Walter qui anticipe extrêmement bien. Alors après, on dit toujours, hein, les pénaltys à mi-hauteur, c'est très dangereux quand on est tireur. Et puis c'est de la crème pour les gardiens, c'est les plus faciles à arrêter. C'est le seul reproche qu'on peut faire à ce penalty de Sverotic, parce que il est frappé assez fort, il est frappé assez bien d'un point de vue gauche-droite. C'est juste que parfois Walter il anticipe et puis il fait l'arrêt qu'il faut. Mais moi, j'étais sûr qu'il y allait avoir au moins 3-4 loupés entre les deux équipes. Et finalement pas. Des joueurs qui tiennent le coup. Tant les Neuchâtel, on a parlé beaucoup de notre équipe, mais les Argoviens aussi, ils ont, à part Sverotic, ils ont quand même bien supporté la pression parce qu'ils en avaient, eux, à chaque fois, Ah oui. pour pouvoir revenir au score. Donc, ouais, c'était insoutenable. Et puis, mais jusqu'au bout, on s'est mis dans une position où on pouvait valider notre maintien. Et puis Seredier le fait. Et puis à ce moment-là, moi j'ai explosé devant ma télé, quoi. J'y croyais pas, quoi. J'étais là, putain, ils l'ont fait. Ah oui. J'ai tout de suite appelé mes parents qui regardaient aussi le match chez eux, et puis on a hurlé au téléphone avec ma mère. C'était un truc de fou. Je me souviens pas avoir hurlé comme ça au téléphone avec ma mère depuis. C'était incroyable. Ouais. Et vous, à la Ouais. fin du match, vous êtes comment, quoi, vous du coup? On va laisser les deux s'exprimer. Ouais. Alex, t'es comment, toi, à la fin du match, Bah, à l'issue de ces penalties? c'est c'est un peu comme l'état général de tout le monde, quoi. C'était plus personne tenait en place, tout le monde était content, tout le monde était heureux. De toute façon, il ne pouvait pas avoir une autre réaction que ça, hein. Moi, j'avais plus le Ouais. contrôle de mon corps. Hein. Ouais, comme beaucoup de gens. Ah, au 3-0, je me roulais par terre en chialant. Au 4-0, je vous en parle même pas. Au tir au but, j'en parle encore même moins de moi. Mais moi, je pense que j'ai quand même rarement vécu un moment aussi stressant que ces tirs au but parce que je faisais vraiment les 100 pas, j'étais pas bien, quoi, vraiment. L'arrêt instant, le premier arrêt de Walter m'a quand même un peu plus mis en confiance, mais c'était à chaque tireur xamaxien, c'était un grand moment de pression. Je me disais, je t'en supplie, mets-le. C'était c'était vraiment la folie. Et finalement, c'était plutôt sympa de revoir ce match pour se remettre aussi un peu en tête, en laissant les émotions de côté, comment s'est passée cette rencontre. On l'a vu, hein, on l'a dit, cette grosse grosse gestion des temps forts, surtout ces moments clés qui étaient ces coups de pied arrêtés. Parce que Xamax, sinon dans le jeu, s'est pas procuré grand chose. Et c'est ce qui a fait notre force ce soir-là, enfin ce jour-là, avec aussi, on peut tirer notre chapeau à un très très grand match de Tréant, hein, le distributeur du jeu sur coup de pied arrêté, et aussi le buteur sur le 4-0, qui a aussi mis son tir au but. Moi, c'était un joueur que j'aimais beaucoup personnellement. Mmh. Ouais, surtout qu'il sortait quand même d'une demi-saison compliquée. Il avait pas Stéphane beaucoup Anchaud joué. le faisait plus beaucoup jouer. Donc, ouais, Geoffrey Tréant qui restera un grand bonhomme de ce match. Mais comme il a été le grand bonhomme d'un autre match qu'on abordera certainement un jour ou l'autre C'est très dans probable. cette rubrique match de légende. Voilà, messieurs, ça conclut cette rubrique. On arrive gentiment à la fin de cette émission. Prochaine journée de Challenge League, la 13e journée, Neuchâtel Xamax accueillera le FC Ville à la Maladière. Donc ça sera le 3 novembre. Comme ça, en quelques mots, messieurs, donc un match entre équipes en panne de confiance, on va dire comme ça. Ville qui reste sur plusieurs défaites de suite. Xamax sur une série maintenant de 8 matchs sans victoire. Voilà.
on va dire, résultat impératif. Ouais, non, là, il faut vraiment gagner parce que c'est vrai qu'en plus, c'est une équipe pas en forme. Il faudrait pas quand même que ce duel d'équipe en méforme tourne encore une fois à notre désavantage. Là, ça va être impératif parce que, encore une fois, sans être alarmiste, c'est 5 points maintenant, hein, le maintien. On est à 5 points Mhm. de cette dernière place. Et c'est vraiment le moment charnière, puisque c'est Ville, équipe pas en forme. Puis ensuite, on va affronter les Baden, Belazon, Schaffhouse. C'est la vraie phase maintenant. C'est même pas qu'une formule. C'est vraiment la phase, le moment de la saison où ça va tourner, quoi. Si on fait des résultats, à commencer par vendredi, on peut avoir une saison tranquille. Sinon, il va falloir admettre et assumer qu'on joue le maintien. Et c'est le tournant maintenant. C'est ces matchs qui arrivent. Ouais, Ouais. très clairement. On a quand même une stat assez hallucinante à l'issue de cette 12e journée de Challenge League a été complète cet après-midi avec la victoire du FC Thun face au FC Vaduz, qui confirme qu'on a deux équipes qui sont très largement en tête maintenant, Thun et Sion, tous les deux à 27 points, mais qu'ensuite, entre Ville, 3e, et Baden, 9e, il n'y a que 3 points d'écart. Non, c'est de Donc, la folie. Baden peut faire un bond incroyable suivant les résultats du week-end prochain. J'ai pas regardé toutes les confrontations. Et puis, le FC Schaffhouse, qui est 10e, n'est qu'à 4 points de Baden, mais qu'à 7 points de Ville. Ville, en fait, est plus proche de la 10e place que de la 2e place. Donc, ouais, toutes les confrontations maintenant contre les équipes entre la 3e et la 10e place vont être importantes. Ouais, et puis on a que ça maintenant. On a que ça. Les Tounésiens ont été affrontés sur ce tour. C'est Haro en toute fin de tour, Ville maintenant, enfin vendredi, qui est un match très important parce que Ville est aussi dans une très grosse méforme et il va falloir quand même, à un moment donné, qu'on trouve un moyen d'inverser la tendance. Et puis, bah, comme je disais, bah, les 3 matchs contre les 3 derniers. Ouais, Les tout 3 derniers simplement pour le moment, mais ce sera peut-être pas le cas dans Oui, 2 mais journées. du coup, c'est des confrontations directes maintenant, hein. Il faut appeler un chat. Et donc, c'est tout simplement un tournant parce que si on fait quand même beaucoup de points là, je pense qu'on pourra souffler. Et si par contre c'est compliqué, il va falloir que tout le monde soit conscient que la survie du club sera en jeu. Mais on n'y est pas encore, mais voilà. C'est un vrai tournant. Tout à fait. Voilà, chers auditeurs, on arrive à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast si ce n'est pas encore fait. Merci Alex, merci Michael, merci Sam pour votre participation toujours très intéressante. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. À la prochaine. Pareil.